Bonsoir à tous. Merci de rejoindre ce live entre Amekas et Présence africaine. Désolé pour un peu ce retard, mais c'est les aléas du live Instagram. Donc je vous prie de m'excuser pour ce petit retard. Alors on va commencer par dans le vif du sujet. Euh, donc je représente Amekas, hein, association étudiante affiliée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Qui est un think tank panafricain qui s'occupe des enjeux géopolitiques et économiques de l'Afrique subsaharienne et des mondes afro-descendants. Et bien sûr, présence africaine à la célèbre maison d'édition fondée par Alun Diop, qui n'est plus à présenter. Donc, le livre dont je vous parlais ce soir, c'est un roman. C'est un roman qui est l'un des premiers romans congolais, donc de la République du Congo, qui fait partie aussi des premières publications de présence africaine, c'est la légende de Mfumu Mamazono, qui a été écrit par Jean Malonga. Étant donné que c'est un roman et non pas un essai politique ou un essai de philosophie politique, dans cela, je vais essayer de plus lire des extraits du livre et vous expliquer un peu le contexte et pourquoi il faut acheter ce livre, tout simplement, que moi j'ai choisi notamment de présenter parce que c'est un classique de la littérature africaine francophone, de la littérature congolaise, euh, au-delà de son ancienneté, hein, puisqu'elle a été publiée dans les années 50. Donc Jean Malonga, d'ailleurs l'auteur qui est Jean Malonga, donc c'est un Congolais, qu'il est né le 15 février 1907 à Kibwende. Kibwende, c'est dans la région du Poul. Donc c'est un Lari, donc il appartient au peuple Congo. Donc voilà, hein, les Congos qui sont répartis entre la RDC, le Congo-Brazzaville et l'Angola. Donc donc il est lié à l'histoire du royaume Congo et de la culture Congo. Et c'est important de savoir pour ce livre parce que ce livre-là s'inscrit en fait dans la culture Congo, notamment précoloniale. Donc précoloniale, c'est vraiment du 19e siècle. Et il fut un sénateur français de la République, de la quatrième République, hein. Donc sous la colonisation, c'est fut l'un des premiers personnages politiques congolais. Donc il a été sénateur, affilié au RDA, Rassemblement démocratique africain, et tendance SFIO, donc socialiste. Il a écrit aussi un autre livre, Un cœur d'Arienne, qui lui est le premier livre qu'il a écrit, toujours chez les Présences africaines, hein, en 1951. Donc voilà, vous connaissez un peu le contexte. Donc voilà, un des premiers écrivains congolais. Le livre prend pour base la société Congo précoloniale, donc c'est-à-dire du 19e siècle. Et c'est un classique et une des premières publications de présence africaine. Donc, on commence. La légende de Mfumu Mamazon. Euh, Qu'est-ce que j'ai aimé dans ce livre avant de vous citer? Ce que j'ai aimé, c'est, vous savez, la difficulté parfois pour un roman africain, c'est une question qu'on se pose, c'est comment prétendre transcrire l'africanité dans une langue qui n'est pas africaine, le français, en tout cas d'origine, quoi. Et c'est cette difficulté-là, en fait. Comment retranscrire l'univers africain avec la langue française, un univers africain. Là, l'univers congolais, Congo en particulier. Et Jean Malanga va le réussir avec, voilà, c'est un maniement de la langue, on sent vraiment la congolité avec un K et même avec un C à travers ses écrits. Donc, du coup, et on n'a pas forcément tant l'habitude que cela en lisant des, des œuvres, en tout cas, qui ne sont pas écrites par des Africains. En fait, on se reconnaît, on se reconnaît dans le livre, en fait. On reconnaît des aspects culturels. Moi, j'ai reconnu des aspects culturels congolais. Et ça fait plaisir, en fait, parce que pour une fois, l'arrière-fond, on le reconnaît, en fait. L'arrière-fond, le décor, on le reconnaît. Pour ceux qui sont issus de ces cultures. Et pour les autres, c'est vraiment une découverte. Et c'est une manière agréable de découvrir. C'est une découverte via l'histoire, donc par les hommes, en fait, par une histoire humaine. Parce que les gens de Fuma Amazono, c'est ça. Sans, déjà, il y a un peu, dans le titre, on raconte un peu l'histoire.
Parce que Mfumu Mamazono, Mfumu, en fait, en Kikongo, ça veut dire l'homme libre ou le chef. Donc, la légende de Fumu Mamazono, c'est la légende, en fait, d'un chef et d'un homme libre. Et on verra que dans le livre, les deux sont liés. Parce que Mamazono, en fait, au début, ce n'est pas un homme libre. Mais je vais vous lire quelques passages pour que cela vous imprègne un peu plus. Alors, le premier, hein, le tout début du livre, je ne sais pas si vous l'avez, mais ça commence bon par une description et je vais passer la description du décor, mais là, on va parler un peu plus des origines de Mfumu Mamazono. Alors, le grand village fait montre d'une propreté apparente grâce à l'orage qui a balayé la saleté qui empêche d'ordinaire toute la cité. Des cases rectangulaires en pisé, artistiquement couvertes de paille, occupent les deux côtés de la grande avenue qui traverse le village dans toute sa longueur. Celle de Bidunga est au centre de la cité, c'est le siège du pouvoir. Au Bongi, l'hôtel de ville, le cercle, le club, le cénacle, voire même le palais de justice de la société bantoue de Basse-Kwangu, le grand chef du clan, également maître souverain de toute la région de Manzakala, est entouré de notables et de tous les gars de la cité, pendant que les enfants se disputent le grand privilège de s'asseoir sur les genoux des pères à moitié endormis par l'absorption d'une bonne rasade de vin de palme. Les femmes revenues des champs sous la pluie battante vaquent aux travaux de ménage et préparent le dîner. Pour se stimuler, elles s'accompagnent de chants gais. On remarque une plus grande activité chez Mpolo, la première femme du chef, qui invective les trois fillettes pour lui apporter plus de bois sec, achever une sauce à la pistache assaisonnée de piment, malaxer la feuille de manioc, piler la courge, éplucher l'igname et la patate, décortiquer l'arachide et l'haricot. Donc voilà, ça c'est pour un peu vous retranscrire un peu le ton. Donc on rentre vraiment dans la société Congo, donc une société bantoue précoloniale, donc on parle vraiment du village ou des villes même africaines, quand, quand celles-ci ont une certaine dimension. Et ce qui est bien, c'est que Jean Malonga, il nous assaille pas de détails, mais il nous fait rentrer doucement, comme s'il nous tenait par la main. C'est comme s'il nous emmenait dans son univers à lui, dans lequel il a grandi, qui est le village Congo. Parce qu'il est né comme en 1907. En 1907, la colonisation française, déjà en Afrique centrale, la colonisation française, donc de l'AEF, elle laisse pas tout de suite une empreinte. Elle bouleverse pas tout à fait encore les mœurs. Même les missionnaires sont pas encore là. Donc, ce qui veut dire que la vie d'auparavant, la vie d'avant les Blancs, n'a pas totalement changé. Et lui, il a grandi dans cela. Et il a grandi dans cela. Et puis même, il y a le récit de ses parents, de ses grands-parents. C'est un lettré, c'est un savant. Autant en tant que colonisé, parce qu'il sait lire et écrire, il est devenu sénateur, que en tant que Congo, qu'il est savant dans tout ce qu'on appelle la palabre africaine, donc Congo, le Kinzonzi. Et Jean Malanga, c'est ce qu'il retranscrit dans son livre. Et c'est un peu comme, vous savez, l'enfant noir de Kamaralai. Vraiment, c'est vraiment ce type de livre qui, à travers une fiction, une histoire, euh, on apprend aussi une culture. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de livres qui permettent de faire cela. Donc là, au début du livre, là, on nous parle du Bongi. Au Bongi, l'hôtel de ville. Donc le Bongi, c'est le centre du village. Et on est décrit les premiers personnages principaux protagonistes. Alors, un autre passage. C'est la suite, hein. Alors, en effet, Mitsembo a fait annoncer sa visite il y a déjà 3 Manzakala et arrivera tout à l'heure. Il y a 2 fois, ce qui est bien, c'est qu'il y a des notes de bas de page. Pourquoi des notes de bas de page? Parce que l'auteur, même s'il écrit en français, mais il ne veut pas traduire tous les concepts en français. Certains mots doivent rester dans la langue parce qu'une langue, c'est une vision du monde. Donc, si vous voulez faire rentrer le lecteur dans l'univers, ben, il faut incorporer des mots. Par exemple, là, comme il dit, il a déjà 3 Manzakala. Manzakala, c'est une région, c'est un village.
Mais en fait, il le dit, Manzakala, huitième jour de la grande semaine Lari, est un jour de grand marché qui a donné son nom à toute la région. Le calendrier Lari comporte 2 semaines. La première a 4 jours, désignés par chacun le nom d'un marché. Pinka, Koi, Bukonzo, Nsaba. C'est la petite semaine. Et ça, c'est vrai. Chez les Congos, les jours de la semaine correspondent souvent à des marchés. Donc, c'est pour ça, en fait, que concrètement, l'auteur, il explique, en fait, tout en plaçant son univers, il explique euh, comment les fonctionnements, vraiment, les codes culturels de la société Congo à travers l'histoire. Donc, voilà. On a Mpolo. Donc, Mpolo, c'est le chef. C'est la femme du chef, plutôt. Mpolo est la favorite du chef Bidunga. Fille aînée de Mitsembo, grand dignitaire de l'ordre du Mpu et seigneur de Kadi-Kadi, elle a été mariée très jeune à Bidunga pour des raisons politiques. 2 garçons maintenant chez l'oncle et 3 filles sont nées de cette union. Malgré ses successifs et nombreux accouchements, Mpolo est demeurée belle, souple, svelte, sans souffrir de ses plis enlaidissants du ventre et de cet aplatissement trapézoïdal des hanches et de cet effondrement en nappe de la poitrine qui font de la femme une hideuse séquelle de sa beauté au risque de lui faire perdre les avantages de son sexe. Bon voilà, vous voyez le ton. euh, voilà, c'est pas quelque chose aussi qui n'était pas d'enjoliver non plus la société traditionnelle Congo, avec ses contradictions, avec ses rapports de force, avec aussi ses rapports de force, ses inégalités. Mais pas seulement de manière inutile et juste à titre d'information, parce que ce livre-là, en fait, ça va être aussi l'occasion d'une remise en cause de la société Congo traditionnelle par rapport à la modernité. Mais contrairement à d'autres livres, là, la modernité, elle ne va pas être apportée par les Blancs. Ce livre-là n'est pas un livre où il y a la station initiale où les Congos y vivent. Les Congos vivent avec leur rapport de force et compagnie, et puis les Blancs arrivent et ça permet une révolution, quoi que ce soit. Non. Dans ce livre-là, la modernité, le changement est fait par des acteurs de la société Congo, Pam Fumu Mazono, et euh, sans pour autant se référer à comment vous dire, à une quelconque influence étrangère. Comme si en fait l'innovation était permise par la culture Congo, par les cultures africaines, qui ne sont pas juste une répétition d'habitudes, de coutumes bêtes et méchantes. On refait les choses parce que nos ancêtres l'ont toujours fait. Donc voilà. Mais il retranscrit bien quand même les préoccupations. Les préoccupations, par exemple, comme, vous savez, jusqu'à même encore aujourd'hui, mais la- pour les femmes, les femmes Congo, mais même africaines, c'est la peur de la stérilité, par exemple, parce que vous ne pourrez pas engendrer, créer la vie, du coup, ça peut être un véritable drame social. Et c'est ce qui est retranscrit. Je continue. Alors, la mère de Mpolo, Mazonga, est morte il y a 3 saisons sèches. Donc, vous voyez, même pour définir le temps, on reprend euh, les terminaisons africaines. Il y a beaucoup de noms aussi dans ce livre, vous inquiétez pas. Vous retrouverez un une lecture qui est vraiment très agréable. Et à chaque fois, il y a quelques notes de bas de page aussi qui permettent d'apprendre en fait la culture Congo. D'ailleurs, ce livre-là, La légende de Fumamazono, il est cité par le sociologue Georges Barlandier dans ses études sociologiques parce que elle a trouvé que ce livre-là était vraiment euh, une mine d'informations parce qu'il donne vie en fait. Il donne vie en termes d'écrit à la société Congo. Ce n'est pas une étude sociologique ou ethnographique. Donc voilà. Ça, pour, euh, pour reprendre un peu, ça c'était au premier chapitre, la rançon d'une alliance. J'avance un peu parce que je ne vais pas non plus vous lire tout le livre, mais euh, vous savez, là on l'a dit, la raison là, d'un des mariages, c'était une raison politique entre chefs de village. Sauf que ce mariage politique là,
il va échouer parce que l'une des femmes va décéder. Et dans beaucoup de sociétés anciennes, bah souvent c'était le frère ou la sœur qui, pour combler ce manque-là, pour éviter la rupture d'une alliance, parce que les alliances, les mariages permettent aussi d'empêcher les guerres. Et ben c'était souvent le frère et la sœur qui s'en occupent. Et là, à partir de là, et ben c'est là en fait que les choses vont changer. Voilà, je vais vous lire maintenant un peu plus loin. Un passage qui est très intéressant culturellement, c'est que il, euh, il relate en fait un peu un mariage coutumier, mais je vais vous expliquer un peu je vais vous relire un peu le contexte. Comme je disais, il y aura beaucoup plus de lecture. Et là, c'est une description et vous verrez un peu comment il décrit Jean Malonga. Une fille, une femme. Fine diplomate, Polo ne vient que la dernière pour se jeter dans les bras ouverts de son père. Ces trois filles, savamment apprêtées, viennent ensuite se frotter contre le flanc du grand-père en prenant les attitudes d'une coquetterie étudiée. La plus âgée, Akula, a de beaux traits fins. L'ovale de sa figure fait ressortir plus nettement l'énergie du regard malicieux. Un teint d'ocre jaunâtre donne à sa taille flexible, très ancée, un éclat de cire brillante. La bouche petite et bien dessinée s'harmonise avec les lèvres ciselées à la perfection qui abritent l'ivoire des dents éblouissantes. On se demande si Akula, avec un nez aussi étrange et couleur hors de sa peau, est bien la fille de Binunga. N'est-ce pas, n'est-elle pas le fruit d'un génie? Ajoutons au portrait que nous venons d'esquisser un front large bombé donnant à l'ensemble un je ne sais quoi de mal. Akula sait qu'elle est merveilleusement réussie. Aussi n'aura-t-elle aucune occasion pour se mettre en vedette, pour se faire aduler. Ses deux petites sœurs, Ndundu et Nkenge, âgées respectivement de 8 et 6 ans, 6 saisons sèches, s'annoncent comme devant devenir de jolies femmes petites de taille, d'un charme prenant, mais calme. Donc voilà, une description donc qui est très imagée en français et en fait qui reprend en fait un peu la terminaison bah, en Kikongo en fait, tout simplement quand on décrit. Donc c'est ça qu'il a réussi. Il a réussi Jean Malonga à vraiment transmettre le mode de d'écriture, le mode d'expression en Kikongo en français. Donc, je rappelle, hein, c'est un mariage du coup entre chefs, entre familles de différents villages en fait. Et la première épouse donc est décédée et donc du coup on va refaire un nouveau mariage. Et c'est cette fameuse Akula, de cette fameuse Akula en fait vont démarrer entre guillemets euh, les problèmes si on peut dire ça comme ça. Donc regardez, il y a un passage là. Fille de Binunga, veux-tu de cette pièce d'étoffe? Si tu en es digne, me permets-tu de te servir à boire? Un signe vaguement affirmatif de la tête de Akula l'encourage à jeter aux pieds de la jeune fille son encombrant cadeau et à présenter à sa fiancée, maintenant domptée et consentante, le verre en terre cuite que vient de lui passer un serviteur, un esclave de son oncle. Akula accepte le verre en tremblant d'orgueil, se dirige vers la natte de son père et s'accroupit devant lui. Bidunga fait avancer une calebasse de vin de palme et la montre d'un signe à la fillette. Toujours ému, Akula remplit le verre, le porte à ses lèvres pour avaler quelques gouttes et le passe à Bitoila. Donc Bitoila, son mari. Je saute un peu. Akula, sang de mon clan, répond Mitsembo. Le sang revient au sang, l'eau à l'eau et la chair à la chair. Tu es de mon sang, ma chair et de mon eau. L'acceptes-tu comme époux? Mon père a parlé Bitola et de ton sang, je suis également. Des applaudissements prolongés, des cris approbateurs, des coups de fusil auxquels s'ajoutent les accords d'instruments de musique. Donc j'ai sauté quelques passages exprès, mais là, par exemple, il parle du mariage, un mariage coutumier, le mariage coutumier chez Congo, qui continue d'ailleurs aujourd'hui, qu'on appelle en français le premier vin, qu'on appelle au Kikongo Makwela Unongo. Donc c'est le mariage coutumier en fait où le marié et la mariée s'échangent une coupe de vin de palme. Ça se fait encore aujourd'hui, un mariage coutumier Congo, ça se passe comme ça. Donc voilà, et là il le décrit. Il le décrit avec les formules, le cérémonial et compagnie. Donc voilà, on voit donc Akula qui se marie à Bitoile. Voilà. Et là, vraiment, c'est ça qui est bien. On rentre très très vite dans
dans l'univers du livre. Alors là, je vous ai un peu raconté un peu, si vous voulez, l'aspect sociologique, culturel qui est vraiment plaisant. Donc, je vous saute des pages parce que je ne veux pas vous lire toutes les descriptions, mais voilà, on décrit vraiment la société Congo, comment fonctionne un village chez les Congos, le mariage, les tractations, parce que le mariage chez les Congos, c'est une alliance entre des familles, plus qu'un accord entre des individus. C'est ça, en fait. Hein. Sauf que, sauf que, contrairement, enfin, à ce qui peut exister ailleurs chez les Congos, donc mariage arrangé, mais pas forcé par crainte de la sorcellerie, en fait, surtout. Parce qu'on craignait que si on marie les gens contre leur gré, notamment les femmes, on craint que les enfants issus de cette union ne survivent pas. Donc c'est pour ça qu'on évitait de forcer, qu'on forçait pas les gens. On essayait par contre de faire des mariages arrangés, notamment entre clans qui étaient apparentés, qui avaient des liens, mais pas de mariage entre le même clan, parce que c'était considéré comme incestueux. Et l'inceste était signe de, pouvait provoquer la malédiction. C'était un crime passible de mort, hein, d'être incestueux. Donc voilà, là je vous passe beaucoup de détails, mais on décrit vraiment avec minutie euh, comment se passe le mariage. Maintenant, ça c'est le premier passage. Mais là, c'est là que les choses commencent à se gâter. Et l'histoire va commencer à devenir intéressante. Akula, donc, c'est la jeune mariée. Hein. Et Akula, c'est la mère de Mfuma Mazono. Hein. Voilà, je voulais un petit scoop, mais c'est la mère de Mfuma Mazono. Alors, Akula n'est plus aujourd'hui la fillette espiègle que nous avons connue à Manzakala. Elle est à maintenant 15 saisons sèches. Oui, les gens se marient tôt à cette époque. Marie comme mariée. Elle a 15 saisons sèches. C'est une belle femme que les rayons créateurs d'un soleil prodigue ont déjà épanouie. Sa réputation est bien établie dans la cité et dans toute la contrée. Tout le monde pense et espère qu'elle sera bientôt mère. Si comme ménagère et femme des champs, Akula l'estime de tout le clan, il n'en est malheureusement pas de même pour sa moralité. C'est là que les problèmes commencent, je vous l'avais dit. Essayons de repérer les deux faces de la jolie femme annoncée déjà par la hardiesse des traits et la finesse de notre héroïne. Comme le soutenait âprement sa mère, Akula s'est encore plus affiné qu'on ne le croyait, et a gagné aussi bien en esthétique qu'en savoir-faire. Reçue et adoptée par la mère de Bitwala comme sa propre fille, l'enfant épouse a fait preuve d'une capacité d'assimilation et d'aptitude peu commune aux jeunes filles de son âge. Aux plantations, à la pêche, rivalisant d'ardeur et de talent avec les femmes les mieux considérées, elle a su s'attirer l'admiration de toutes les commères du pays qui la citent en exemple à leurs filles. Parce que chez les Congos, l'agriculture est une affaire de femmes. Depuis le royaume Congo, donc depuis des siècles, la pêche et l'agriculture sont plutôt les femmes. Euh, les hommes, c'est plus la forge et la chasse et la guerre. Donc voilà, c'est une séparation sexuée du travail qui n'est pas absolue, hein. Donc c'est pas absolu cette division du travail, mais euh, elle existe néanmoins. Donc du coup, on juge une femme, bah, si elle sait bien travailler au champ, si elle est bonne à la pêche. Donc voilà, c'est ça c'est à cela qu'on juge la valeur d'une femme. Ainsi que bien sûr sa fertilité. Mais bon, ça on peut pas juger, euh, voilà, au préalable. Doué d'une force exceptionnelle pour son sexe, l'enfant de Mpolo manie aussi lestement et aussi adroitement la hache que la houe. Ses champs de manioc, d'arachides, de maïs, de patates et d'igname sont entretenus avec un soin médiculeux. Mais c'est vrai qu'en termes de fertilité, chez les Congos, il y a une vision que la fertilité de la femme est en rapport aussi avec la fertilité de la vie. Donc, une femme qui est douée dans les travaux agricoles, quelque part, une sorte de corrélation parce qu'elle rend fertile en fait le sol, donc c'est-à-dire qu'elle-même elle a une source de fertilité et donc de vie.
Au-delà même d'un côté utilitaire, hein, c'est vraiment une vision globale du monde. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Donc ça, vous voyez, donc la jeune Akula, donc qui est mariée à Bitwala, Akula, donc la mère de notre héros là, Fumo Amazono. Voilà, c'est la fille que tout le monde veut. Elle est belle, elle est travailleuse, elle est douée, elle est forte. Donc tout le monde l'admire. Sauf que, sauf que, et là je reprends. Mais d'un autre côté, les jeunes gens ne cessent de chanter un peu trop ostensiblement peut-être les louanges de l'incomparable épouse de Bitoile. Le mari, fier de posséder cette perle, la comble de cadeaux et la part comme une relique. Rien ne semble assez beau, ne coûtait assez cher à Bitoila pour orner la plus jolie femme de la contrée. Comment en effet ne pas être amoureux jusqu'à la complaisance d'une gazelle des champs, d'une ménagère accomplie qui suscite les désirs et les flatteries de tous les gars de la cité. Et là, il y a un passage qui, moi, personnellement, me fait rire, tellement il est imagé. Il est imagé, mais je reconnais bien, des fois, la manière, notre manière à nous de décrire. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus inconvenant, mais voilà. Avec une poitrine aux bourgeons attractifs et provoquants, une taille ondulante aux attaches fines, Akula a aussi énormément évolué en coquetterie. Ses coups d'œil incendiaires et le déhanchement de ses reins flexibles, qui ajoutent de la nonchalance à sa démarche féline, enflamment jusqu'aux invalides les plus séniles. Ses acrobaties et son jeu savant aux danses du soir ressuscitent les cavaliers les plus apathiques. Donc voilà, on l'a décrit comme une femme, tout simplement sensuelle, charnelle et qui sait en jouer. D'une curiosité sensuelle extrême, Akula cherche à faire une base de comparaison entre son mari et les amis de celui-ci. Physiquement, Bitwala est aussi bien fait, aussi beau que ces derniers. Mais il y a malheureusement cet attrait de l'inconnu qui harcèle la pensée de la femme en éveil et lui donne parfois des vertiges. Pour le moment, toute son attention est concentrée sur un cousin germain de son mari. Son sommeil est hanté par l'image de Nzingula, plus doux, aux manières plus polissées que Bitwala. La jeune femme grelotte de désir chaque fois qu'elle a l'occasion de lui parler ou de danser avec lui au bongi, à une cérémonie rituelle. Bon danseur, sachant parler et plaire aux femmes. Nzingula remplit maintenant l'esprit de Akula, qui est maintenant nerveuse à l'égard de son mari. Elle ne rêve plus qu'au regard perçant, fascinateur, et au sourire mystérieux du cousin, qui font palpiter le cœur épris de la petite fille de Mitsembo. Elle est maintenant jalouse, et ne peut supporter les jeunes femmes auxquelles Nzingula adresse la parole. Flatté de son amour-propre de mâle, Zingula ne reste également pas insensible aux avances de Akula et à l'intérêt visible que lui porte la plus belle femme du pays. Malgré les quelques sursauts de sa conscience désorientée par la coquetterie et les provocations non déguisées d'une si jolie femme, oubliant l'affection profonde et sincère qui l'unit à Bitwala, il se laisse entraîner dans l'irréparable avec la femme de son plus grand ami. Voilà. Donc oui, vous avez deviné, c'est là le switch. C'est là le premier switch. Ce que femme veut, les mânes le tolèrent, en fermant les yeux. L'intrigue dure depuis 6 lunes. Donc 6 lunes, c'est 6 mois, hein. Et en plus, ce n'est pas juste une fantaisie littéraire, hein. C'est la lune en Congo vraiment désigne le mois, hein. Le calendrier Congo se base est un calendrier lunaire, hein, tout simplement. Plusieurs rapports anonymes sont déjà parvenus aux oreilles de Pitoile. Mais celui-ci, aveuglé par le regard envoûteur de la sorcière, n'ajoute aucun crédit à ce qu'il qualifie de calomnie intéressée, cherchant à noircir l'éclat virginal de sa femme. Il adore peut-être davantage celle qui le bafoue sans vergogne dans son honneur. Un malheur ne vient jamais seul, comme la satisfaction d'un désir en appelle un autre désir. Le neveu de Mitsembo est devenu la risée de toute la contrée au courant de la trahison de Hakula. La femme, prise dans l'engrenage du vice, a oublié la notion du devoir et du respect conjugaux. Elle ne compte plus maintenant ses conquêtes. Ni les critiques passives, ni les avertissements de son grand-père renseignés par sa police secrète, ni les conseils de la belle-mère qui essaye de fermer les yeux sur le malheur de son fils ne peuvent arrêter Akula lancé dans les remous de ses sens excités. Après Nzingula dont elle s'est vite lassée, viennent Mavwanda, Biza, Bichangu, pour s'inscrire dans le répertoire romanesque de la jeune femme insatiable. Donc vous l'avez compris, Akula, la mère de Mfumo Mazono, notre héros,
était marié à Bitouala, mais à force, en tout cas d'après l'auteur, d'être complimentée, et puis la jeunesse, l'attrait de l'inconnu, elle a cédé une fois, et puis a trompé une fois son mari, puis deux, puis trois, puis quatre. Vous voyez là, ensuite, au moins trois prétendants. Trois prétendants. Et c'est là, en fait, que les problèmes vont commencer, tout simplement. Parce que un adultère passager, à partir du moment où c'est secret, ça peut passer dans la société Congo. La société Congo n'est pas une société où tout est noir, où tout est blanc. Et là, l'auteur le dit, hein, quand il dit ni les critiques passives, ni les avertissements de son grand-père, ni les conseils de la belle-mère. Donc, il y a quand même plusieurs rappels à l'ordre, signaux d'alarme. Mais Akula, ce n'est pas son problème. Elle est dans sa jeunesse, elle est femme, elle plaît, elle prend du plaisir. Donc, du coup, elle est enivrée. Elle est quand même jeune aussi, tout comme Bitola. Et là, c'est là que maintenant le deuxième switch, hein, parce que ce qui va être la goutte d'eau, c'est qu'elle va tromper son mari avec un serviteur de son mari. L'esclave se nomme Bizenga et a 16 saisons sèches, c'est-à-dire presque le même âge que Akula. Il est de petite taille mais très bien de figure et proportionnellement bien musclé. Grand musicien, excellent danseur, il a une voix inimitable. Comme on devait s'y attendre, Akula ne peut résister à l'envie de se faire un adorateur de plus en la personne du petit esclave à qui elle donne facilement ses faveurs. La bouillante fille de Mpolo a oublié son rang social au bénéfice de ses sens. La reine est descendue de son trône pour se jeter aux pieds de l'esclave. Révolutionnaire en son genre, elle a brisé la barrière qui sépare l'homme né de l'homme acquis. Donc voilà, il fait allusion là à pas vraiment la notion d'esclave, mais plutôt de serviteur, hein, qu'on appelle en Congo Mwana Rata, l'enfant du village, ou Mwana Nzo, l'enfant de la maison. Parce que chez les Congos, on est pleinement libre, entre guillemets, quand on est, en tout cas à l'époque, hein, quand on est membre du clan. On est membre du clan lorsqu'on est parce qu'on appartient du clan par la mère, en fait. Donc, si on est né d'une mère qui appartient au clan, qui est membre du clan, alors on est du clan. Si par contre la mère n'a pas de lignage clanique auquel se rattacher, alors on appartient au village et non pas au clan. Du coup, on est attaché, on est serviteur du village ou d'un lignage qui fait partie du village. Donc, c'est ça, Mwananzo, Mwanarata. Donc, c'est des liens de servitude. Et Jean Manga ne le cache pas. Ne le cache pas. Donc, on voit que c'est pas un livre qui idéalise la société Congo, comme je vous l'ai dit. Moi, elle est représentée avec ses rapports d'inégalité, ses rapports de force. Mais vous verrez que tout cela sera battu en brèche, en fait, par ce Fumu Mazono, en fait. Ce Fumu Mazono, le fils de Akula. Vous le, vous le comprendrez. Et le drame arrive, hein, dans le livre, hein. La présence de l'esclave la nuit dans la case de Bitola et la disparition de Akula ne laisse plus de doute sur la cause du drame. Je vous ai sauté un passage, mais tout simplement, le mari va surprendre, Bitola va surprendre sa femme avec son serviteur. Et il va tuer, euh, il va tuer le serviteur et Akula va s'enfuir. Akula va s'enfuir, tout simplement. Et elle est cherchée. De tous les quatre coins de la cité, des flambeaux éclairent les faces effarées des arrivants qui réclament plus de détails aux nouvelles déjà reçues. L'émotion est générale, la panique s'empare des femmes qui frémissent à l'idée de se voir violentées par Bizenga qui n'est peut-être pas bien mort. Les amis de Butwala, des torches allumées à la main, fouillent et refouillent le bois, les rives de la Madia pour retrouver la coupable. Peine perdue. Akula a bel et bien disparu. On ne retrouve aucune trace jusqu'au lever du jour. Des émissaires envoyés dans toutes les directions reviennent bredouille. Et oui, parce que, à cette époque-là, l'adultère était quand même vu comme un crime, surtout quand il était plus en flagrant délit. Et en plus là, un chef. La sentence était souvent la mort pour les deux amants, les deux adultérins. Donc
on recherche Akula pour la punir. Voilà ce que... Mais le mari, lui, Butola, il aime toujours sa femme. Hein. Il le dit à son oncle, parce que chez nous, chez les Bakongo en tout cas, c'est l'oncle. Oh mon oncle, que me dites-vous donc là? N'est-ce pas un affreux cauchemar que je viens d'avoir? Ai-je réellement trouvé Akula dans les bras de l'esclave Bizenga et ai-je vraiment abattu celui-ci? Ah, je ne vois plus, je ne me rappelle plus tout cet enfer, toutes ces visions sinistres. Oh non, cela n'est pas possible. Ma femme aussi fière, aussi bien née, n'a pas pu tremper dans cette boue. Non, je ne peux pas y croire. Tout ceci n'est qu'un lamentable malentendu. Je veux la voir, qu'on m'amène Akula. Je t'en prie. Maman, ne me regarde pas de cette façon-là. Fais vite rechercher Akula. Pauvre Bitola, murmure le patriarche. Allons, sois le digne chef du clan de Tsembo. Montre-toi un homme et agis maintenant en chef. Oublie cette sorcière, ou plutôt retrouve-la pour qu'elle explique son crime. J'ai dit. L'ordre est impétueux, catégorique. On ne discute pas les décisions du grand mage. Bitola n'a plus qu'à obéir. Donc voilà. Euh, il perd sa femme, il est toujours amoureux, mais il y a un ordre, il est chef, il doit tenir son rang. Et du coup, il est rappelé à l'ordre par sa famille. Il est rappelé à l'ordre par sa famille. Donc, euh, en plus, ce mariage-là, c'est un mariage aussi qui était un mariage d'arrangement. Donc, c'est-à-dire que Akula, elle a une famille aussi, hein, vous savez. Donc, sa famille aussi s'inquiète et recherche, en fait, Akula. Recherche aussi Akula. Et cela va mener, en fait, des guerres. Cela va amener, en fait, une guerre. Regardez, je lis la suite. 4 jours après ces événements dramatiques, Minsembo reçoit la visite de 2 envoyés de Bidunga qui réclament toujours sa fille. Donc, les parents de Akula, en fait. Parce que c'est ça. Même si le mariage, en fait, ne coupe pas les liens familiaux. C'est-à-dire que la famille de la femme a toujours un droit de regard. Ce n'est pas... c'est là qu'on voit un peu le côté matrilinéaire des Congos. C'est-à-dire que la femme n'est pas que l'épouse du mari concrètement. C'est-à-dire que le mari ne devient pas, par exemple, dans les cultures patriarcales, souvent c'est le mari devient le frère, devient le père, devient tout. Non, le mari devient le mari. Il a le devoir de protéger sa femme, mais, mais, la femme appartient toujours à sa famille originelle. Et ça, c'est un point qui est important. C'est un point qui est très important parce que du coup, il peut avoir conflit en fait entre les deux familles. C'est-à-dire que la femme pourra toujours compter sur sa famille en fait en cas de repli. Et là, c'est ce qui se passe. L'envoyé extraordinaire est arrivé de bonne heure devant la cité de Nsundi et de très loin a tiré un coup de fusil en l'air en ajoutant: Bidunga, maître de Manzakala, père maudit d'une fille impure, ce que tu viens d'entendre est la voix du grand et puissant Mitsembo, le souverain de Kadi et des environs. Si dans 2 jours tu n'as pas rendu la perfide Akula, ta cité brûlera. Toi et les tiens seraient châtiés comme des chiens sans honneur. Tes 2 chenapans de voleurs partis en mission à Tsembo sont gardés en otage par mon maître. Tu diras tout cela à ta mère qui dort dans les entrailles du chacal qui l'a dévoré. Une pareille insulte n'est pas à digérer par un homme comme Bidunga. Aussi, du tac au tac, 2 jours après cette sommation, la riposte vient-elle insolente, terrible et positive. Autour du grand village, les plantations fument. Les palmiers et les bananiers sont abattus. Les racines de manioc mises à rouiller sont jetés hors des marigots, des clameurs belliqueuses retentissent de l'autre côté de la Madia. Donc vous voyez, là il continue. Tout Manzakala somme le chien à barbe blanche, ce bandit, ce voleur de filles qui se fait appeler Mitsembo, à venir se la faire arracher. Ces fusils chargés de sel et de terre fuiront devant le tonnerre de notre poudre. Est-ce qu'il y a encore des hommes dans Tsembo? Si oui, qu'ils sortent de leur repère d'assassins et viennent à la rencontre des gars de Nsundi, qui n'en feront qu'une bouchée à jeter au port en même temps que les leurs ou de la mère de leur maître le plus lâche des hommes. Donc en fait, avec tout ça, on se rend compte en fait que c'est une guerre de village qui est déclenchée. Parce que les guerres de village arrivaient.
C'était des contentieux qui pouvaient arriver au marché, parce que le marché, c'était le lieu de rencontre entre différents clans et différents villages, mais aussi un mariage qui se passe mal après voilà, un adultère, un vol ou quelque chose comme ça. Parce que, ben, vous voyez, là, la famille de Akula défend Akula. Et la famille du mari qui s'estime lésée, la famille de Bitouala, attaque Akula, mais l'insulte. Et à l'insulte viennent souvent les coups, les représailles, et donc du coup, les guerres, hein, les petites guerres, hein, des guerres entre villages, mais qui peuvent quand même causer des morts. Donc voilà, ça c'est le point de départ de la légende de Mfumawazono, c'est un peu ça. Donc premièrement, la situation initiale du livre, voilà, vous avez deux villages, deux chefs de village qui décident d'un mariage arrangé, les deux sont plutôt d'accord, sauf que Akula, donc la femme, elle est jeune, elle plaît beaucoup, elle attire la convoitise et elle est grisée de sa popularité en tant que femme. Elle commet des erreurs, elle trompe son mari. Son mari la surprend, son mari veut la tuer. Son mari tue son amant. Elle s'enfuit et semble se réfugier dans sa famille. Sauf qu'en fait, Akula est toujours en fuite. Mais la famille du mari pense que, en fait, elle s'est réfugiée chez sa famille parce que c'est légitime. Parce que chez les Congos, ça se passe comme ça. Et du coup, le ton monte, les insultes, et là, c'est la guerre. Ça, c'est un des aspects d'un Fumu Mamazono, qui n'existe pas encore dans l'histoire. Akula, c'est la mère de notre héros. Je le répète, c'est la mère de notre héros. Maintenant, question, on en connaît la mère, mais qui est le père? Est-ce que le père, c'est son mari, Bitwala? Est-ce que c'est Bizenga, l'esclave avec qui euh, Akula a été surprise, et l'esclave qui est mort? Est-ce que c'est un homme que Akula va rencontrer après? Bon, ça, c'est... euh, vous le saurez dans la suite du livre, hein. Je vous conseille vraiment de lire ce livre. Maintenant, euh, je vais aussi faire un petit saut dans le temps d'un livre pour vous donner quand même envie de lire la suite. Un petit passage notamment de la bataille, parce que ce livre-là, vous avez vu, hein, il mélange sentiment, il mélange aussi bataille, donc je vais lire un petit passage de bataille. Pour l'honneur du clan, les Bafumbu, renforcés à temps par l'arrivée de Lundala, s'enhardissent à résister à ne plus céder du terrain. Une petite précision. Les noms de clans, les prénoms qui sont donnés, les noms de lieux, tout cela existe. Tout cela existe. Moi, j'ai retrouvé... bon, c'est vers la fin du livre où je retrouve un clan. Déjà, mon village, concrètement, le village de ma mère, j'ai retrouvé dans ce livre-là. Donc, c'est une légende qui est basée sur des éléments réels, hein. C'est des choses des histoires qui sont basées sur des lieux, des personnages claniques qui existent. Donc, c'est vraiment le support, c'est pas seulement la culture, c'est vraiment l'histoire Congo, la géographie Congo. Donc, c'est pas inventé, hein. Enfin, l'histoire est inventée, mais les noms, tout ça, sont des noms qui existent, hein. Bidunga, par exemple, il y a un auteur en plus congolais qui s'appelle Olivier Bidunga aujourd'hui, parce que c'est un nom clanique courant. Et bien entendu, là, les Congos là ne sont pas chrétiens. Alors, je précise. Je continue. C'était une petite aparté. Pour l'honneur du clan, les Bafumbu, renforcés à temps par l'arrivée de Lundula, s'enhardissent à résister et à ne plus céder du terrain. Mais bientôt, ils n'ont plus le temps de recharger leurs armes, de cueillir les grenades pourtant à portée de leurs mains. Parce que Maïzila, averti par les trois coups du corps, attaque furieusement à son tour. Submergé par le nombre, ces hommes fauchés par un tir juste ininterrompu, Bitwala n'a plus qu'à demander à ses vaillants frères d'armes de se laisser consumer sur place en faisant charmant leur vie. Désespérément, les hommes passent à l'attaque au corps à corps. Les couteaux, les bâtons voltigent, des têtes se fracassent et tombent, des jambes et des bras se brisent.
C'est la mêlée indescriptible où on disait à mal l'ami de l'ennemi. Bitoila comme un lion blessé se jette tête baissée sur l'adversaire. Avec des moulinets foudroyants de sa longue machette et du gros bâton ferré, le vide se fait devant et autour de lui, jusqu'au moment où il se sent empoigné, ficelé et enlevé comme un enfant. Le soldat, pleurant de honte et de rage, excite ses hommes à se faire tuer jusqu'au dernier plutôt que de fuir devant ces chiens de Mingeng. C'est la fin. Le lieutenant survivant est à son tour capturé. Bidunga fait sonner le cessez-le-feu afin de dénombrer ses pertes. La défaite a été désastreuse pour l'ennemi. Un chef et plus de 15 hommes tués, 25 prisonniers parmi lesquels Bitwala et Lundala, 100 fusils à pierre et une multitude d'armes blanches abandonnées sur le champ de bataille. De son côté, il n'a qu'à se louer de ses mannes. En tout et pour tout, il n'a à déplorer une dizaine de blessés, dont 2 graves. Akula est bien vengé. Le butin est considérable, et Budonga se demande si après ce grand coup porté à son beau-père, il n'est pas préférable pour lui de revendre ses terres au lieu de descendre dans la cité de son adversaire et porter encore la désolation. Donc voilà. On a voilà une petite description d'une bataille. Vous avez vu qu'on parle de fusil. Oui, parce que justement, les armes à feu sont présents chez les Congos depuis le royaume du Congo, via les Portugais, quand ils faisaient du commerce, et notamment euh, l'esclavage. L'esclavage a apporté, entre autres, les armes à feu. Et ensuite, c'est resté. C'est resté parce que les forgerons Congo, qu'on appelle les Ngangalufu, ou aussi les Ngangula, ont pu euh, reproduire les fusils, en fait. Ils ont réussi à les copier et du coup, c'est rentré dans les mœurs. C'est rentré dans les mœurs. C'est-à-dire que les armes à feu n'étaient pas inconnues donc des Congos et de nombreux peuples africains quand, quand les Occidentaux sont arrivés par la colonisation. Non, certains peuples ne connaissaient pas les armes à feu, mais les peuples côtiers comme les Congos, les connaissaient depuis des siècles. Sauf que c'était des armes à feu, les fusils à pierre, c'était à la fin du XIXe siècle, les fusils à pierre, c'était passé. C'est des vieux fusils de chasse du XVIe siècle qui sont très longs à recharger, alors que fin du XIXe siècle, il y a la mitrailleuse Gatling. Donc voilà, le rapport de force est totalement déséquilibré. Mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y avait, euh, je pense que l'image que l'on a en fait d'Africain totalement dépassé technologiquement est en partie vraie, mais pas totalement. Et c'est ce que l'histoire aussi de Mfuma Mazono explique en fait par des détails en fait. Voilà, vous voyez, c'est de nombreux détails qui en fait permettent au lecteur de d'apprendre tout simplement, non pas l'histoire parce que c'est pas un récit historique, mais euh, une monographie, une description de la société Congo, donc d'une société africaine au 19e siècle, avec ses luttes, ses combats, la manière de combattre, les rapports sociaux, et via une histoire. Donc, sans ça que ce livre est aussi est un classique. Au-delà de l'histoire, parce que malheureusement, c'est toute la complexité de ce live. Je ne peux pas tout vous raconter. Je ne peux pas tout vous raconter. Je vous livre juste quelques éléments pour que vous compreniez pourquoi, pourquoi il faut vraiment lire ce livre, hein, vous procurer. Parce que pourquoi c'est un livre du coup que vous n'avez pas à relire une seule fois. Vous allez le relire parce que pour l'histoire, pour le suspense, mais aussi pour la culture, pour le voyage. Vous voyagez à la fois à travers l'histoire de Mfuma Amazono d'Akula et vous voyagez à la fois, dans le même temps, dans l'univers Congo. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez important. Alors oui, c'est pas vraiment des castes, hein. C'est pas vraiment des castes parce que les castes, déjà bon, le caste ça vient d'Inde hein, qu'on a repris ça parce que c'est pas par corps de métier en fait chez les Congos. Et en plus chez les Congos ça n'existe plus. Hein, les trucs, les termes de moinanzo, tout ça, parce que ça n'existe plus. En partie le christianisme, mais pas que, parce il y a eu des mouvements même d'inspiration religieuse qui ne sont pas chrétiens, qui ont fait que ça a été aboli en fait, ce système-là
Mwanarata, Mwananzo. Parce que cela n'empêchait pas le mélange, si vous voulez. Cela n'empêchait pas le mélange. C'est pas des frontières fixes. C'est pour ça que je dis que c'est pas des castes. Mais par contre, il y avait des rapports de servitude. Ça c'est clair et net. C'est clair et net. Les rapports de servitude existaient. Tout le monde n'était pas égaux en droit politique. Tout le monde était égaux en droit économique. Tout le monde était égaux en droit civique. Mais tout le monde n'était pas égaux en droit politique. La différence entre un, quelqu'un qui est Mushi Kanda, donc membre du clan, et Mwananzo, c'est concrètement c'est le droit politique. C'est-à-dire que il ne peut pas être chef, il est au service d'eux, mais il peut se marier, il peut avoir des droits économiques, voilà, il peut faire plein de choses. Et surtout, c'est pas une condition euh, qui est à vie. C'est pas quelque chose de figé. C'est pas quelque chose de figé. Donc, c'est plus des rapports de servitude que de caste et c'est pas du tout lié au métier. Donc c'est pas genre les forgerons ne se marient pas avec les, 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 les prêtres ou compagnie. Non, c'est pas du tout cela. C'est pas du tout cela. Mais ce qui est bien aussi dans ce livre, parce que Fumu, quand j'ai dit le titre, Fumu Mamazono, donc Fumu qui signifie homme libre et chef, c'est parce que Mamazono, il va dans le livre, je ne veux pas trop en dire, hein, mais ça va être aussi une critique de cette vision-là. Mais aujourd'hui, par exemple, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus même dès les années 20, 30. C'est des choses qui ont déjà été abolies. Notamment par Simon Kibong, je ne sais pas si vous connaissez, mais je le dis. Il a rappelé, voilà, il a dit aussi dans ses prêches qu'il n'y aura plus de Mwanarata, de Mwananzo. Donc, c'est des choses qui ne sont plus une réalité parce que de base, ce n'est pas non plus une réalité. C'était structurant, mais c'était pas le plus important. C'était pas le plus important parce que ce n'était pas aussi des statuts figés. Ça fonctionnait, ça bougeait beaucoup. Et le statut entre guillemets de Mwananzo, ça passait par la femme. Ça passait par la femme. Donc, c'est-à-dire que si votre mère elle est Mwananzo, alors vous êtes Mwananzo. Du coup, vous êtes attaché au village. Vous n'avez pas de clan proprement dit. Mais vous pouvez, entre guillemets, racheter votre truc. Mais on peut, vous pouvez, il y avait plusieurs moyens de conquérir, entre guillemets, d'être pleinement membre du clan. Voilà. Vous pouvez vous faire adopter. C'est plus une adoption, en fait, par un clan euh, que par achat. Parce que c'est pas vraiment quelque chose d'économique. Voilà. C'est plus quelque chose qui est de l'ordre de la féodalité. Voilà, c'est plus quelque chose comme ça. C'est plus quelque chose de l'ordre de la féodalité. Donc c'est pour ça que même le terme esclave, je trouve qu'il est un peu suranné, exagéré, parce que c'est pas du tout ce genre de lien-là. Alors, non, mais ce système de servitude n'existe pas, n'existe plus chez les Congos. Il n'existe plus ce système de servitude que Jean Malonga décrit dans ce livre-là. Il n'existe plus. Il n'existe plus. Il battait déjà de l'aile et déjà dans les années à l'époque où Jean Malonga naît. Donc Jean Malonga, l'auteur, il est né en 1907. Voilà, ça existe de manière marginale. Et puis, je vous l'ai dit, après la Première Guerre mondiale, après le mouvement notamment de Simon Kibangu en RDC, mais qui va avoir un rayonnement sur tous les Congos, les histoires là, non, ça disparaît. Ça disparaît, hein, euh, il faut remonter vraiment à l'époque des grands-parents et arrière-grands-parents pour que vous trouviez des histoires de famille, d'embrouilles, de sorciers, de soupçons de sorcellerie ou de dissensions familiales. Il faut remonter aux arrière-grands-parents pour vraiment voir que ça pose, que que ça pose un problème. Mais voilà. Mais c'est pour ça que le livre est aussi intéressant parce que justement, voilà, quelque chose que les non-Congo ou même
ceux qui non congolais tout simplement, ou même ceux qui ne viennent pas d'Afrique centrale, ceux qui ne sont pas bantous, qui ne connaissent pas les cultures bantoues, qu'il y a des problématiques sociologiques comme telles. Mais le système de caste, voilà, je pense qu'il ne faut pas l'appliquer. Déjà, là, le plaquer en Afrique de l'Ouest, déjà, c'est une erreur. Le plaquer en Afrique centrale, ça l'est encore plus. Voilà. Donc, faut pas parler de caste ou compagnie. En tout cas, pour les Congos, il n'y a jamais eu de caste. Même le système de servitude n'a rien à voir avec le système de caste. Parce que ce n'est pas par catégorie socio-professionnelle. Chez les Congos, au contraire, par exemple, les forgerons, chez les Congos, c'est les nobles. Les forgerons, c'est les nobles. Puisque le premier roi fondateur de Congo était considéré, est un roi forgeron. C'est un de ses titres. Donc, voilà, attention à ne pas plaquer. Voilà, l'Afrique est plurielle, donc attention à ne pas plaquer. Bon, en tout cas, voilà, hein, je ne pensais pas que ça susciterait tant de questions, mais tant mieux, c'est pas plus mal, mais c'est pour vraiment vous montrer que l'intérêt du livre, il est multiple. Il y a l'histoire, donc la légende de Mfumu Mazono, que je le répète. Qui est Mfumu Mazono? Là, je vous ai livré quelques éléments, voilà, de le point de départ, mais c'est vraiment juste pour vous susciter l'envie de lire, hein, mais c'est vraiment un classique de la littérature africaine francophone. Vraiment, je le conseille de le lire. Moi, je le lis, je le relis, c'est un plaisir. En plus, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est un vrai suspense qui vous attend. C'est une vraie histoire, hein, c'est un vrai roman. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une excuse pour parler de la culture Congo. Non, c'est vraiment des vrais personnages, des vrais dialogues, mais qui réussissent du coup à dessiner ce monde-là, ce monde Congo-là qui existait avant les Occidentaux, avant la colonisation en tout cas, donc 19e siècle, et on apprend beaucoup de choses de la culture Congo. Et même pour les Congos, du coup, vous retrouverez des choses que vous avez dans votre quotidien, mais dont vous ne savez pas l'origine. Par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, ben, il y a un mariage coutumier, Congo, comment ça se passe, l'échange du premier vin. Il y a les clans, les noms de famille, il y a plein de petites choses. Et puis, c'est dit aussi par-ci par-là, il y a aussi la spiritualité Congo, avec le lien, les manes ancestrales aussi qui sont en filigrane du livre, tout en filigrane du livre. Et qui guide en fait aussi, qui guide aussi les personnages dans dans leurs aventures en fait, dans leur histoire. C'est un peu comme si, un peu l'équivalent de la divine providence, hein, les manes ancestrales pour les Congos et aussi pour Mfumu Amazono. Donc il y a plein d'aspects qui sont abordés et je trouve que c'est vraiment un livre à lire.